Ma grand-mère m'a légué une maison délabrée dans un village, comme héritage, tandis que mon frère a reçu un appartement de 3 pièces dans la capitale. Mon mari m'a traité d'échec et m'a mise à la porte. Je suis partie pour le village, et lorsque j'ai franchi le seuil de la maison, j'ai été stupéfaite. Mais avant de continuer, merci d'écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Bonne lecture. L'air était chargé de tension, si palpable qu'on pouvait presque la toucher. Olga la sentait croître à chaque battement de cœur, lui serrant la poitrine. Le bureau du notaire était étouffant, imprégné d'une odeur de vieux papier et de quelque chose de moisi, comme si seules les ombres du passé y demeuraient. L'avocat, un homme maigre vêtu d'un costume formel, s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et commença à lire le testament de Maria Stepanovna, leur grand-mère. Anton, le frère aîné d'Olga, était assis à côté d'elle, avachi sur sa chaise avec un sourire suffisant. Il avait toujours été le préféré de leur grand-mère, un homme d'affaires prospère vivant dans la capitale. Olga, quant à elle, semblait n'être qu'une ombre en sa présence, discrète, modeste, travaillant comme bibliothécaire, elle s'était toujours sentie sous-estimée, comme si son existence n'était qu'un décor pour la vie éclatante de son frère. L'appartement situé à l'adresse suivante, je le lègue à mon petit-fils, Anton Sergueïevitch. La voix de l'avocat était monotone, comme s'il prononçait une sentence. Anton leva un sourcil, triomphant, jetant à Olga un regard fugace, presque méprisant. Elle tenta de rester calme, bien qu'en elle bouillonnait la colère. Elle savait que sa grand-mère aimait Anton, mais elle espérait encore un semblant d'équité. Et la maison située dans le village de Zarecha, ainsi que toutes ses dépendances et terres, je la lègue à ma petite-fille, Olga Sergueïevna. Olga sentit le sang quitter son visage. Zarecha. Une vieille maison en ruine dont elle ne gardait presque aucun souvenir. Elle n'y était allée qu'étant petite. Cela devait être une erreur, un malentendu. Que pouvait-elle faire d'une maison à moitié effondrée? Anton éclata de rire. Eh bien Olga, au moins tu as eu quelque chose. Tu ne devais pas t'attendre à mieux de la part de grand-mère. Qu'est-ce que tu vas faire de ce tas de ruines? Couper du bois? Olga resta silencieuse, incapable de trouver les mots. Le ressentiment lui serrait la gorge comme un serpent. Elle se sentait humiliée, insultée. Pourquoi sa grand-mère avait-elle fait cela? Pensait-elle vraiment qu'Olga valait si peu qu'elle ne méritait qu'une vieille maison dans un village reculé? Après la lecture du testament, tout alla très vite. Anton, satisfait, se hâta de partir, lançant par-dessus son épaule, « N'oublie pas de vendre cette ruine, sinon les impôts vont te dévorer. » L'avocat remit à Olga les documents et les clés de la maison. Elle quitta le bureau comme en transe. Dehors, son mari Igor l'attendait. Il avait l'air sombre et agacé. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il sans même la saluer. Olga lui raconta ce que disait le testament. Igor l'écouta, son froncement de sourcils s'accentuant. Lorsqu'elle eut fini, il explosa. « Une maison dans un village? Tu es sérieuse, Olga? Tu sais faire quelque chose d'utile au moins une fois dans ta vie? Tu poses toujours des problèmes. Un appartement dans la capitale, ça c'est une vraie opportunité. Et toi, tu as eu des ordures. Tu n'as pas de chance, tu es un échec total. » Les mots d'Igor faisaient plus mal encore que les moqueries d'Anton. Elle avait toujours essayé d'être une bonne épouse, le soutenant en tout, mais il ne l'avait jamais appréciée. Il la critiquait sans cesse pour sa faiblesse et ses faibles revenus. « Igor, s'il te plaît. » Tenta-t-elle de se défendre. Mais il la coupa, « Assez. J'en ai assez de toi et de ton inutilité. Fais tes valises et fiche le camp. J'en ai assez de te porter à bout de bras. » Olga sentit son monde s'écrouler. Elle était seule, sans argent, sans soutien, seulement les clés d'une vieille maison dans un village perdu. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Elle ne voulait pas qu'il voie sa faiblesse. Faisant ses bagages, Olga quitta l'appartement qu'elle partageait avec Igor. Elle ne savait ni où aller, ni quoi faire. Une seule pensée l'obsédait, fuir aussi loin que possible de cette trahison, de ce mensonge. Sans trop réfléchir, elle acheta un billet de bus pour Zarecha. Peu lui importait ce qui l'attendait dans ce village oublié de Dieu, elle avait besoin de s'échapper, de se cacher, de recommencer à zéro. Le voyage fut long et épuisant. Le bus cahotait sur des routes pleines de nids de poules. Dehors, défilaient des paysages gris. Olga regardait par la fenêtre, essayant de se distraire de ses pensées noires. Elle se rappelait sa grand-mère, ses yeux doux, sa voix apaisante. Peut-être y avait-il dans cette vieille maison quelque chose qui l'aiderait à se comprendre, à trouver sa voie.
Lorsque le bus arriva à Zarecha, le crépuscule tombait. Le village l'accueillit dans le silence et la désolation. Les maisons étaient bancales, la peinture s'écaillait, le temps semblait s'être arrêté ici. Olga descendit du bus et regarda autour d'elle. Au loin, elle aperçut l'ancienne maison entourée d'un jardin envahi par les herbes. Elle avait l'air lugubre et peu accueillante, grise, usée par le temps, abandonnée de tous. Traînant sa valise, Olga se dirigea péniblement vers la maison. Son cœur battait à tout rompre. Elle se sentait incertaine, seule. Que allait-elle trouver dans cette vieille maison? Pourrait-elle y trouver un sens à sa vie? Elle fit lentement le tour de la bâtisse de l'extérieur, elle ressemblait à un fantôme triste du passé, négligé et oublié, avec sa peinture écaillée, ses volets affaissés, sa cour envahie par la végétation. Tout criait la décrépitude. Elle s'attendait à ce que l'intérieur soit tout aussi lugubre. Mais à sa grande surprise, la maison était propre et bien rangée, comme si quelqu'un en avait pris soin, malgré son apparent abandon. Il n'y avait aucun sentiment de négligence, au contraire, on aurait dit que la maison attendait simplement son moment. La pièce sentait la poussière et le bois ancien, mais pas l'humidité. Les meubles, bien que vieux, étaient solides et bien entretenus. Des photographies jaunies pendaient au mur, encadrant les visages de personnes qu'Olga n'avait jamais vues. Elle sentait l'histoire de cette famille, sa famille l'observait depuis les profondeurs du temps. En explorant les pièces, Olga remarqua un petit placard de rangement dans un coin reculé de la maison. La porte était bien fermée, se confondant presque parfaitement avec le mur. Elle essaya de l'ouvrir, mais elle ne bougea pas. Il fallut un effort pour déverrouiller la serrure rouillée. Le grincement des gonds anciens résonna dans la maison, faisant sursauter Olga. Derrière la porte ne se trouvait pas un simple placard, mais une pièce remplie de livres. Des étagères s'étendaient du sol au plafond, remplies de volumes de toute taille et de toutes couleurs. Certains étaient reliés en cuir avec des dorures, d'autres en simple couverture de papier. La pièce était si habilement dissimulée qu'on aurait facilement pu la prendre pour un garde-manger ordinaire. Il n'y avait pas de fenêtres, mais de petites ouvertures assuraient la circulation de l'air, empêchant l'accumulation d'humidité. Olga s'arrêta net sur le seuil, stupéfaite par la scène. Elle n'avait aucune idée que sa grand-mère possédait une bibliothèque, encore moins une aussi vaste. Elle avait toujours imaginé sa grand-mère comme une simple femme de village, occupée par les tâches ménagères. Mais cette bibliothèque racontait autre chose, intelligence, éducation, et passion pour le savoir. Elle entra dans la pièce et passa sa main sur les dos des livres. Ses doigts sentaient la rugosité du cuir ancien et la douceur du papier. L'odeur des vieux livres était enivrante, transportant Olga dans un autre monde, un monde de connaissances et de découvertes. Bien qu'elle n'ait jamais été une grande lectrice, dans cette pièce, elle ressentait un besoin irrésistible de découvrir ce qui se cachait derrière ces couvertures. Certains livres étaient en russe, d'autres en langues étrangères. Olga reconnut le français et l'allemand de ses années d'école, et fut surprise de trouver plusieurs volumes en latin et en grec ancien. Elle prit un livre relié en cuir et l'ouvrit. Les pages étaient jaunies par le temps, mais le texte était clair et lisible. C'était un ouvrage historique imprimé au XVe siècle. Olga passa des heures dans la bibliothèque, examinant les livres et se demandant comment sa grand-mère avait pu rassembler une telle collection. Elle sentait que cette bibliothèque n'était pas simplement un ensemble de livres, mais une partie de son héritage, une clé pour comprendre sa famille et elle-même. C'était un secret que sa grand-mère avait laissé juste pour elle. Désireuse d'en savoir plus sur la bibliothèque, Olga poursuivit son exploration de la maison. Le sous-sol était vaste et sec, ce qui était surprenant pour une structure aussi ancienne. Elle descendit les escaliers grinçants et regarda autour d'elle. Dans un coin, elle aperçut quelque chose recouvert d'une vieille bâche. Curieuse, elle s'approcha et tira le tissu. En dessous se trouvait un vieux coffre-fort en métal, massif et imposant, avec une serrure à combinaison. Olga essaya de l'ouvrir, mais échoua. Elle n'avait aucune idée du code, ni de ce que le coffre pouvait contenir. C'était comme un autre mystère à résoudre. Puis une pensée lui traversa l'esprit. Sa grand-mère se souvenait toujours des anniversaires de tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, c'était son petit trait de caractère. Olga décida d'essayer sa propre date de naissance. Elle entra les chiffres et entendit un déclic. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de vieilles lettres, des photographies, des documents et des carnets, tous soigneusement rangés et attachés avec un ruban. Le cœur d'Olga battait à tout rompre. Elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose d'important, quelque chose qui pouvait changer sa vie. Elle commença par les lettres. À travers les mots de sa grand-mère, Olga apprit quel était son véritable rôle dans la famille,
celle d'héritière spirituelle. Sa grand-mère expliquait pourquoi Anton avait reçu l'appartement, il était distant de la famille et ne lui accordait aucune valeur. Les documents confirmaient que certains livres avaient une valeur culturelle et monétaire. Parmi les archives, il y avait des photos d'Olga enfant avec sa grand-mère, des moments de proximité, de confiance et d'amour. Pour la première fois depuis longtemps, les larmes d'Olga ne venaient pas du ressentiment, mais de la prise de conscience. Les mains tremblantes, Olga déplia la première feuille de papier jauni. L'odeur du temps et de sa grand-mère l'enveloppa, réveillant une douleur douce dans sa poitrine. L'écriture était familière, soignée, légèrement inclinée vers la droite. Elle s'en souvenait depuis l'enfance, quand sa grand-mère lui apprenait à écrire des lettres dans un cahier à lignes épaisses. « Bonjour ma chère Olenka, ma petite fille bien-aimée. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis déjà loin, dans un monde meilleur, et tu te demandes sûrement pourquoi les choses se sont passées ainsi. Pourquoi Anton a-t-il eu le grand appartement, et toi la vieille maison dans un village reculé ?» Olga se figea, comme frappée par la foudre. Sa grand-mère semblait lire dans ses pensées, connaître sa douleur et sa déception. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint, absorbant chaque mot avec avidité. « Crois-moi, cette décision n'a pas été facile. J'y ai longuement réfléchi, me demandant comment être juste, comment assurer un avenir à vous deux. Mais avec le temps, j'ai compris que la justice est relative, et que le véritable héritage n'est ni l'argent, ni les biens. C'est la mémoire, l'histoire, et le lien avec ses racines. » Sa grand-mère écrivait qu'Anton avait toujours été détaché des valeurs familiales. Il ne se souciait que de richesses matérielles, de carrière, et de succès dans la grande ville. L'appartement dans la capitale, Maria Stepanovna croyait que cela lui offrirait le point de départ dont il avait besoin pour atteindre ses objectifs. Elle prévoyait qu'il le vendrait probablement, mais c'était son choix, sa voie. « Mais toi, Olenka, poursuivait sa grand-mère, tu es différente. Tu as toujours été plus proche de la terre, de la nature, de l'histoire. Tu ressentais un lien avec le passé, avec nos ancêtres. Tu te souviens comme nous lisions ensemble de vieux livres, comme je te racontais des histoires sur notre famille, sur ceux qui avaient vécu ici avant nous? J'ai vu en toi cette étincelle, cet amour pour ce qui nous appartient, cette capacité à préserver et à enrichir notre héritage. » Olga avala difficilement, la gorge nouée. Elle se souvenait bien de ces soirées où sa grand-mère, assise dans un fauteuil à bascule près de la cheminée, lui lisait des contes de fées et des histoires tirées de livres anciens. Elle se rappelait l'odeur du vieux papier, le doux froissement des pages, la chaleur des mains de sa grand-mère. Dans ces instants-là, elle se sentait en sécurité. Sa grand-mère continuait, expliquant que la maison de Zarech n'était pas juste un vieux bâtiment à réparer. C'était un symbole de leur famille, de leur histoire, de leurs racines. Leurs ancêtres avaient vécu entre ces murs. Ici, ils étaient nés et morts, ils avaient aimé et souffert. La maison contenait leur mémoire, leur esprit, leur énergie. « La bibliothèque que tu as trouvée est ma fierté et ma douleur », écrivait Maria Stepanovna. « J'ai collectionné ces livres toute ma vie, les préservant avec soin, rêvant qu'ils finiraient entre les mains de quelqu'un qui saurait en apprécier la vraie valeur. Je sais que tu peux faire cela, Olenka. Tu sentiras leur âme, tu comprendras leur signification. » Dans la lettre suivante, sa grand-mère détaillait où trouver des documents prouvant la valeur des livres, de vieux catalogues, des expertises, des lettres de bibliophiles et d'historiens renommés. Elle mettait aussi en garde contre les défis possibles lors de l'évaluation et la vente des livres, conseillant à Olga de faire appel à des professionnels. Olga se tourna vers les documents. Parmi les pages jaunies, elle trouva d'anciennes factures de vente, des actes et des testaments. L'un d'eux mentionnait que certains livres avaient appartenu à une grande famille noble qui possédait ces terres avant la Révolution. Un autre document révélait que plusieurs ouvrages avaient été offerts à la bibliothèque par l'empereur Alexandre II lui-même. Petit à petit, Olga saisissait l'ampleur de son héritage. Il ne s'agissait pas simplement d'une collection de vieux livres, mais d'un véritable trésor d'une immense valeur culturelle et historique. Et il était désormais à elle. Mais ce furent les photographies qui la touchèrent le plus profondément. Dans un vieil album, elle trouva d'innombrables images d'elle-même, enfant, avec sa grand-mère Maria Stepanovna. Là, elle marchait dans la forêt, ramassant champignons et bailles. Là, assise près de la rivière, elle pêchait. Là encore, elle faisait cuire des tartes dans la cuisine, riait et discutait. Sur une photo, Olga se vit à environ 5 ans, assise sur les genoux de sa grand-mère, écoutant attentivement un conte qu'elle lui lisait. Son visage exprimait la merveille et l'émerveillement. Ses yeux étaient remplis d'un amour et d'une confiance infinie, tandis que le visage de sa grand-mère rayonnait de tendresse et de soin.
À ce moment-là, Olga s'effondra. Elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Elles coulaient sur ses joues, chaudes et abondantes, lavant le ressentiment, la déception et l'insécurité de son âme. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais de compréhension. La compréhension qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait des racines, une famille, une grand-mère qui l'aimait et croyait en elle. Elle comprenait désormais que sa grand-mère ne lui avait pas seulement laissé une maison et une bibliothèque. Elle lui avait laissé son amour, sa sagesse, et sa foi. Elle lui avait donné la clé de son propre cœur, de sa propre âme. Olga essuya ses larmes et regarda de nouveau les photos. Maintenant, elle ne voyait plus seulement des images, mais le reflet de sa propre histoire, de sa propre destinée. Elle savait que sa place était ici, dans cette vieille maison, dans ce village tranquille. C'est ici qu'elle se retrouverait. C'est ici qu'elle trouverait un sens à la vie. C'est ici qu'elle serait heureuse. Elle prit une décision ferme, elle ne vendrait pas la maison. Cette pensée s'enracina dans son âme, forte et inébranlable, chassant le doute et la peur. Elle resterait à Zarech, redonnerait vie au vieux mur, restaurerait la maison dans toute sa splendeur passée. Pas pour l'argent, pas pour se venger de son frère, mais pour elle-même. Pour la petite fille des photos jaunies qui s'accrochait avec confiance à sa grand-mère bien-aimée. Sa première étape fut de trouver un restaurateur. Les habitants du coin, d'abord méfiants, commencèrent à s'ouvrir en voyant son réel désir de faire revivre cette maison abandonnée. Une femme âgée nommée Agafia, dont la maison était la plus proche de celle d'Olga, lui recommanda un artisan du village voisin, Ivan. Il a des mains en or, dit-elle en le louant, et il traite les vieilles choses avec une âme. Ivan était un homme peu bavard, mais qui connaissait son métier. Après avoir inspecté la maison, il secoua la tête. Il y a beaucoup à faire, mais la maison est solide. Elle tiendra encore de nombreuses années. Olga poussa un soupir de soulagement. Ils s'accordèrent sur un prix et un calendrier, et il promit même de commencer dans une semaine. Ensuite, Olga s'attaqua à l'estimation de la bibliothèque. Sachant qu'elle ne pouvait évaluer seule la valeur des livres, elle décida de contacter des experts en ligne. Elle trouva plusieurs librairies anciennes à Moscou et leur envoya des photos des volumes les plus intrigants. Une réponse arriva étonnamment vite. Une boutique manifesta de l'intérêt et proposa d'envoyer un expert pour évaluer la collection sur place. L'expert arriva 2 jours plus tard. Un jeune homme à lunettes, qui se présenta sous le nom de Kirill. Il examina minutieusement la bibliothèque, feuilletant les livres et prenant des notes dans un carnet. Olga l'observait, le cœur battant. Enfin, Kirill leva les yeux et sourit. « Vous avez ici un véritable trésor, dit-il. Certains de ces livres sont uniques. » Olga réprima à peine un souffle de surprise. « Par exemple, celui-ci, dit Kirill en pointant un vieux livre relié en cuir avec un blason. Dans cet état, il est extrêmement rare. » « Combien cela pourrait-il valoir ?» osa demander Olga. Kirill hésita. « Difficile à dire avec précision, mais je dirais pas moins qu'un appartement de 3 pièces dans la capitale, répondit-il en la regardant dans les yeux. Le cœur d'Olga s'emballa. Un seul livre. Combien d'autres se trouvaient dans la bibliothèque ? La prise de conscience de la valeur de son héritage la remplit de respect et d'excitation. Kirill proposa de l'aider à estimer et vendre les livres, lui parlant des enchères et des collectionneurs privés prêts à payer des fortunes pour des éditions rares. Olga le remercia, mais demanda du temps pour réfléchir. Elle n'avait pas encore décidé quoi faire de la bibliothèque, tout vendre d'un coup, la vendre petit à petit, ou peut-être transformer la maison en musée. Ce même jour, Olga décida de contacter oncle Petya, le fils de l'ami de sa grand-mère, mentionné dans une des lettres. Elle trouva son numéro dans un vieux carnet d'adresses récupéré dans le coffre. Oncle Petya fut ravi d'avoir de ses nouvelles. Il se souvenait d'Olga enfant et se rappelait bien sa grand-mère. Maria Stepanovna. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette maison, dit-il. Ta grand-mère était une femme sage. Elle disait toujours que la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais la mémoire. Olga raconta à oncle Petya l'histoire de la bibliothèque, les lettres et ses projets de restauration. Il l'écouta attentivement et lui proposa son aide. « Je vis loin, mais je suis toujours prêt à donner des conseils, dit-il. J'ai des contacts. Je peux te présenter les bonnes personnes, t'aider avec la paperasse. » Olga lui en fut profondément reconnaissante. Elle ne se sentait plus seule. Elle avait un allié, quelqu'un qui partageait son amour pour l'histoire familiale. Ce soir-là, son téléphone sonna. C'était Anton. « Salut Olga », entendit-elle sa voix. « Alors,
Comment ça se passe là-bas dans ton coin perdu? Tout va bien, Anton, répondit calmement Olga. Et ton appartement? Il va, dit Anton d'un ton évasif. Écoute, je pensais, peut-être qu'on s'est trop emporté à propos de l'héritage. Et si on échangeait? Tu me donnes la maison, je te donne l'appartement. Olga esquissa un sourire. Tu sais Anton, moi aussi j'ai beaucoup réfléchi, dit-elle. Et j'ai décidé que je suis heureuse avec ce que j'ai. Mais il n'y a rien dans cette maison, protesta Anton. Ce n'est qu'une ruine. Elle a quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel appartement, répliqua Olga. La mémoire. L'histoire. Et je n'échangerai cela pour rien au monde. Un silence s'installa. Anton n'avait visiblement pas prévu cette réponse. Bon, comme tu veux, marmonna-t-il enfin. Ne viens pas pleurer plus tard quand tu te rendras compte que j'avais raison. Je ne viendrai pas, dit Olga fermement, et elle raccrocha. Elle regarda par la fenêtre. La nuit était tombée, la maison était calme et chaleureuse. Les bûches crépitaient dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Olga ressentit une sensation nouvelle et étrange, une liberté intérieure, de la confiance, de la fierté envers elle-même et sa famille. Elle ne se sentait plus privée, malheureuse ou abandonnée. Elle était la maîtresse de son destin, de sa maison, de son héritage. Et elle savait qu'elle pourrait faire face à tout ce qui l'attendait. Pour la première fois depuis longtemps, Olga sourit sincèrement, du fond du cœur. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et contempla le ciel étoilé. Il lui sembla qu'au milieu des étoiles, elle voyait le sourire de sa grand-mère, Maria Stepanovna. Et ce sourire lui donna la force d'aller de l'avant. Olga retourna près de la cheminée, prit un vieux livre, et l'ouvrit à la première page. Elle se mit à lire. À chaque ligne, elle plongeait plus profondément dans le monde du passé, le monde de sa famille, un monde qu'elle commençait seulement à comprendre et à chérir. Elle ressentait une curiosité croissante pour l'histoire, la littérature et l'art. Elle comprit que sa grand-mère ne lui avait pas seulement légué une maison et une bibliothèque. Elle lui avait laissé une clé, la clé de la découverte de soi. Olga resterait à Zarech, restaurerait la maison, étudierait la bibliothèque, apprendrait tout sur sa famille. Et elle serait heureuse. C'était son choix, et elle était certaine que c'était le bon. Parce qu'il venait du cœur. Olga referma le livre, éteignit la lumière et alla se coucher. Elle s'endormit rapidement, profondément. Dans ses rêves, sa grand-mère lui souriait et disait « J'ai toujours cru en toi, Olenka. Tu peux tout accomplir. » Et Olga y croyait. Elle pouvait vraiment tout accomplir. Car maintenant, elle avait un but. Et ce but valait plus que tout au monde. Le lendemain matin, Olga se réveilla légère et joyeuse. Elle sortit dehors et inspira l'air frais du village. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient joyeusement. Le monde autour d'elle semblait renouvelé, magnifique. Olga sourit. Elle était heureuse. Et ce n'était que le début.